Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous nous efforçons ici de mieux vous informer pour mieux agir. La poursuite du nucléaire en France suppose l'acceptation par les populations de cette fuite en avant et des dangers qu'elle comporte. Les médias jouent à cet égard un rôle déterminant en réduisant la question nucléaire à une simple question énergétique, le nucléaire étant présenté en permanence comme une réponse inévitable à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, la population n'est pas tenue au courant des oppositions au projet nucléaire, ni de la façon dont elles sont réprimées. À peine quelques minutes au journal télévisé en cas de débordement en marge de manifestations qui ont fait l'objet de mesures de riposte appropriées par les forces de l'ordre. Mais rien n'est jamais dit de ces méthodes de répression permanente sous forme de contrôle d'identité, de perquisition et autres gardes à vue auxquels sont soumis celles et ceux qui ont choisi de vivre et de lutter sur les territoires mêmes, comme à Bure, contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Depuis juin dernier, les méthodes de répression ont pris un tournant nouveau en s'immisçant dans l'intimité des opposants, en les empêchant tout simplement de vivre leur vie. En effet, le 20 juin dernier, 14 perquisitions brutales sont menées contre des opposants au projet Cigéo. Au terme de 11 gardes à vue de 48 à 60 heures, 7 personnes sont mises en examen pour association de malfaiteurs et placées sous contrôle judiciaire, ce qui signifie que pendant les années que durera l'enquête d'instruction, elles n'auront plus le droit d'entrer en relation, de se voir, de se parler, ni de se trouver dans le même lieu. Une chaîne YouTube a récemment vu le jour sous le nom de Paroles de malfaiteurs pour présenter les témoignages de ces personnes placées sous contrôle judiciaire. Nous vous proposons d'en écouter 2 aujourd'hui qui nous ont particulièrement touchés. On va commencer par le témoignage de Joël. On l'écoute. Donc moi c'est Joël, je suis arrivé dans la lutte à Bure en 2014. À l'époque on avait un projet, on avait envie d'organiser un campement quelque part en France et Bure finalement c'était un bon endroit pour organiser ce campement. Donc durant quelques mois on a organisé un campement anti-nucléaire et anti-autoritaire à Bure. Je me suis vraiment installé à Bure en 2016, en septembre 2016. Donc à l'issue de l'été d'urgence qui avait été organisé, donc vraiment un moment très intense de mobilisation. J'étais déjà dans la lutte antinucléaire depuis plusieurs années, surtout par réseau de connaissances d'amis. C'était des amis qui étaient très engagés au départ et je les ai rejoints, et notamment sur les mobilisations dans le Nord-Cotentin, autour de la ligne THT, où ils étaient très engagés. Donc de fait, j'y suis venu aussi. Et c'est là que je me suis intéressé aux problématiques de la lutte antinucléaire. Qu'est-ce qui m'a touché dans la lutte anti-THC? C'est le côté David contre Goliath. C'est déjà contre RTE à l'époque, c'était des gens désespérés avec leurs vaches sous les lignes haute tension, qui luttaient pour pas qu'elles soient malades sous les lignes haute tension et qui subissaient une pression mais extraordinaire et pour une partie invisible, un peu comme ce qu'on voit à Bure, où on sent qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qui est beaucoup plus gros que qui écrase les gens. Et cet aspect du nucléaire, même si là c'était spécifiquement sur les lignes anti-THT, c'était aussi le cadre du nucléaire, puisque c'est les lignes qui sont prévues entre le PR de Flamanville et le reste de la France. En fait. Nous on avait envie de s'installer sur ce territoire parce que de fait, si le projet Cigéo, donc d'enfouissement des déchets, peut proliférer, c'est parce que il le fait au cœur d'une région où il n'y a pas grand monde qui vit. Et donc à un moment donné, c'était évident pour nous que si on voulait pouvoir lutter contre ce projet, il fallait qu'on soit les habitants qui ne résistaient pas sur place, puisque soit ils étaient écrasés par une omerta terrible qu'on a rencontrée à partir de 2015. On a compris à ce moment-là qu'il n'y aurait pas un soulèvement de population, parce que la population était
déjà muselés par les achats et complètement écrasés, intimidés par l'entreprise. Donc il fallait qu'on devienne cette population. Et pour devenir une population, faut habiter le territoire, faut s'installer sur place. Et c'est ce qu'on a essayé de construire. Et après, il y a des visions aussi politiques. Moi, ça fait des années que je me projette dans une vision autogestionnaire, c'est-à-dire l'autonomie, l'autogestion, une autre vision de l'agriculture, une autre vision de la vie, de partage des ressources, de lieux de recollectiviser les moyens, recollectiviser la vie en fait. Et ça, c'est pas un aspect communautaire que je recherche, c'est que toute la société évolue vers ça. Concrètement, il y a trop d'individualisme, trop de division des gens, et ça crée une concurrence entre les vies, entre des vies qui sont pauvres. Et nous, on l'a vu à Burk, en quelques mois, on a réussi à faire en sorte que les gens puissent vivre pour très peu d'argent, en mettant tous dans le pot commun, et avec des moyens mis en commun. Donc ça, déjà, c'est en soi déjà une façon de répondre à une industrie nucléaire qui joue beaucoup sur l'isolement des gens. Nous, on construit quelque chose qui les fait aller les uns vers les autres, en fait. Qu'est-ce que je subis comme mesure? Donc, je suis interdit de voir 9 autres personnes qui sont des amis et des compagnons de lutte depuis, pour certains, plusieurs années. Je n'ai pas le droit d'aller à Bure, Saudron, où j'ai habité un an, et où je suis encore coprésident d'une association qui est la Maison de Résistance. Donc c'est assez coercitif comme cadre, ça m'empêche totalement de continuer à être au cœur de la lutte comme j'ai choisi de l'être. C'est assez lourd, faut le dire. Parce que on habite tous dans le même département à peu de choses près, et tous et toutes, et s'éviter quand on est aussi près les uns des autres, quand on partage une lutte, des amitiés, qu'on a les mêmes amis, les mêmes lieux, les mêmes fréquentations, qu'on reste, parce que de fait, on est mis en cause pour des faits précis, mais on n'est pas condamné pour le fait de lutter, on n'est pas mis en examen pour le fait de lutter, ou bien faut croire que si, mais de fait, ça nous interdit de continuer à lutter d'une certaine façon. Et comme aucun d'entre nous, vu qu'on est très attaché à cette lutte, à ce qu'on a vécu là, on est allé trop loin dans tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a voulu, tout ce qu'on a projeté ici, et on continuera à vivre ici, à lutter ici. Et ça nous rend assez difficile de pouvoir continuer à le faire, étant donné qu'on ne peut plus se retrouver dans des endroits, on ne peut plus faire des réunions ensemble, on peut plus se voir. Je me retourne, je vérifie 3 fois si j'ai bien fermé la porte, j'écoute les bruits dans l'escalier, je sursaute à 5h du matin, je me réveille, je me demande si c'est des courses dans l'escalier ou si c'est la voisine qui sort. Je regarde dans la rue si la voiture de gendarme elle ralentit parce qu'elle a une raison de ralentir ou parce que c'est moi qui la fais ralentir. Je me demande à chaque message qu'on m'envoie si ce message va se retrouver dans un dossier de 10 000 pages ou pas, parce qu'il est passé de 8 000 à 10 000 en l'espace de 2 mois là. Et c'est se demander si tous les morceaux de notre vie qui sont disséqués par des agents qui en déduisent des tas de choses, parce que finalement le problème c'est que c'est pas seulement les éléments pertinents dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on dit au téléphone qui sont retenus contre nous. C'est un portrait psychologique qui est dressé. Moi, on m'a fait un portrait psychologique de moi en audition. On m'a dit, voilà, je vais vous expliquer qui vous êtes. C'est ce que m'a dit l'officier de police judiciaire. Donc, c'est assez glaçant, ça ramène dans la vie des autres, en fait. C'est ces personnes qui... Surtout quand j'ai face à moi quelqu'un qui avait quelque part peut-être une impatience de me rencontrer parce que lui il me côtoie depuis 1 an, moi je le côtoie pas depuis 1 an, et il y a un décalage que quelque part lui il abolit, et moi je me rends compte que ce type-là il m'a écouté pendant 1 an en fait, il retranscrit mes conversations tous les jours, et c'est très évident en fait dans son rapport à ce que j'exprime, qu'il y a une familiarité avec moi qui est évidente en fait, et ça c'est glaçant comme constat. Et après c'est aussi une forme d'intimidation policière de dire on sait tout sur toi, etc. Mais non, mais en fait, ce qui est problématique, c'est qu'ils sont loin de savoir qui je suis. Ils dressent une espèce de portrait à partir
de captation de parenthèses. Sauf qu'il y a toute la vie que je choisis depuis plusieurs années déjà de ne pas exprimer parce que j'ai conscience de cette surveillance. Je suis un militant engagé, je sais ce que je risque en étant au téléphone. Donc finalement, on ne retient que ce que moi je laisse filtrer. Et donc ça fait un espèce de personnage incomplet en fait. Et c'est ça le problème. C'est déjà quelque chose que j'avais exprimé au moment de l'assignation. J'aurais dit, mais rendez-moi l'autre partie de ma vie en fait. Vous avez la vision qui est celle des notes blanches, qui est celle de la suspicion. Mais il y a aussi toutes celles où je passe des journées entières à essayer de faire des liens entre des gens, où j'essaie de construire des choses, où j'essaie de vivre autrement et d'interagir autrement avec les autres. Et ça, vous le voyez pas. Et ça, la surveillance, elle le capte pas. Et ça, c'est une partie qu'il faut me rendre, en fait. Si vous voulez être équitable, rendez-moi cette partie-là, en fait, de ma vie. Comment je tiens ? Je crois que ça fait un moment que je suis assigné un peu à la résistance, en fait. Moi, la lutte, c'est le prolongement d'années. Ça fait 15-18 ans que je lutte, en fait. Et au long d'une longue trajectoire à travers plein de collectifs de choix politiques. Et j'arrive là avec l'envie de poser quelque chose ici et ça ne sera pas ailleurs en fait. Et quels que soient les bâtons qu'on me met dans les roues, je le projetterai d'une façon ou d'une autre et c'est pas ce qu'on m'accuse de faire. C'est pas l'association de malfaiteurs que je projette ici. C'est notre vision politique de la vie, de la société en fait que j'ai envie de construire ici. Et si je peux pas le faire à Bure, je le ferai plus loin en Meuse. D'une façon ou d'une autre, je construirai avec les gens autour de moi et c'est ça qui m'importe. Et après le projet, j'espère que ce qu'on construira le gênera suffisamment pour qu'il puisse pas proliférer et que ça convainque suffisamment de gens d'ici pour qu'à un moment donné on soit une gêne. À défaut de pouvoir frontalement l'empêcher de proliférer, on peut indirectement être une autre vision de ce territoire et de la vie ici, en fait. Voilà. Vous êtes bien sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive, et on est en train d'écouter des témoignages d'opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse, des opposants qui ont fait l'objet en juin dernier d'une mise en examen pour association de malfaiteurs. Je vais en profiter pour vous donner la définition de l'association de malfaiteurs. Donc, selon l'article 450-1 du Code pénal, c'est un groupement d'individus formés en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits, punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Alors, on rappelle que dans ce cadre, ces personnes ont été placées sous contrôle judiciaire, ce qui signifie que pendant les années de l'enquête, elles n'auront plus le droit d'entrer en relation entre elles. Ces témoignages se trouvent sur une chaîne YouTube récemment créée qui s'appelle Parole de malfaiteurs et on va écouter un deuxième témoignage que je trouve très touchant qui est celui de Chloé. Ah oui, j'en profite aussi pour vous donner quelques petits synonymes des termes malfaiteurs avant d'écouter Chloé. Assassin, bandit, brigand, criminel, gangster, gredin, larron, malfrat, scélérat, truand, voleur. Voilà, on écoute Chloé. Alors je m'appelle Chloé, j'ai 45 ans. Je suis née à Paris. Je suis dans la Meuse depuis 2 ans, je crois. Et ça fait 20 ans que je milite contre les violences systémiques, je dirais, les dominations, les oppressions, le racisme, le sexisme, le capitalisme. Et je suis arrivée dans la lutte à Bure parce que le nucléaire, je me suis dit que c'était la pire des violences, la pire des violences systémiques, parce que c'est une violence qui est invisible, qui est inodore, incolore, impalpable et définitive. Et c'est une violence politique parce que elle nous oblige à vivre dans une société entièrement dominée par la technologie, et ça pour l'éternité. Et
Et aussi c'est une violence coloniale parce qu'elle suppose l'extraction du minerai en Afrique. Et c'est une violence globale et qui est invisibilisée en fait, dont les gens n'ont pas conscience, mais qui pour moi, à l'échelle des différentes étapes de la filière nucléaire, en fait, crée une violence systémique globale que tout le monde subit, souvent sans en avoir conscience. Et pour moi, ça symbolise aussi la domination totale de notre société par la technologie, donc des technologies qui, en fait, au final, créent de la souffrance et de la mort et rendent impossible. Enfin, le nucléaire condamne la vie définitivement, condamne toutes les formes de vie, à partir du moment où il y a l'extraction, où il y a des accidents et où il y a des déchets. Je suis venue ici une première fois pendant la première occupation de la forêt, par des amis qui connaissaient cette lutte. Et en fait, quand j'ai découvert l'occupation de la forêt, j'ai compris déjà qu'il y avait quelque chose matériellement, concrètement, de beau qui existait, qu'il fallait défendre, qu'il fallait empêcher cette destruction-là, qui était donc le bois le jus. Et aussi, j'ai découvert les gens qui militaient ici et j'ai rencontré des gens qui, pour moi, avaient une empathie incroyable, une douceur, une gentillesse que je n'avais pas rencontrée ailleurs de manière collective comme ça. Et à vrai dire, avant, j'avais une image du mouvement antinucléaire plutôt en mode contre-expertise scientifique, paranoïaque et ennuyeuse. Et en fait, les militants que j'ai rencontrés ici, c'était tout le contraire. C'était des gens qui donc vivaient dans une forêt, étaient bienveillants les uns envers les autres, se respectaient et avaient une empathie tellement forte en fait qu'ils pouvaient avoir conscience de la souffrance qui pouvait être causée à des gens ou à des êtres qui allaient vivre dans 100 000 ans. Et pour moi, c'était une puissance d'empathie en fait collective que j'avais rencontrée nulle part ailleurs. Et aussi une espèce de douceur collective qui se vivait à ce moment-là dans cette lutte, pareil que j'avais vu nulle part. Et aussi un humour, une capacité à être joyeux malgré un contexte absolument apocalyptique en fait de ce qui se prépare en fait pour le territoire de la Meuse. Et cette capacité à être vivant, heureux et à vouloir vivre dans une forêt au milieu de l'apocalypse industrielle, moi je trouvais ça en fait merveilleux et j'ai voulu rencontrer ces gens-là, les connaître mieux et vivre avec eux. Donc actuellement je suis mise en examen pour participation à un attroupement armé et violence donc contre des gendarmes aggravée par 3 circonstances. En réunion, avec dissimulation du visage et avec menace d'une arme. Et donc j'étais en garde à vue début septembre à cause de cette mise en... Enfin, la garde à vue s'est terminée par la mise en examen. Et depuis je suis sous contrôle judiciaire, donc ce qui signifie que je ne peux pas sortir du territoire français, que je suis interdite de territoire dans les communes de Bure et Saudron, mais aussi que je ne peux pas entrer en contact avec toutes les personnes qui sont dans le dossier d'instruction global d'associations de malfaiteurs liées à la lutte de Bure. Tout simplement, ça m'empêche de militer, donc de vivre mes idées. Ça m'empêche d'aller à des réunions, de simplement faire des réunions pour pouvoir vivre au quotidien ensemble sur ce territoire et y construire des choses pour que ça soit autre chose qu'un enterrement en fait qui se passe ici dans la Meuse. Donc il y a un certain nombre de personnes que je n'ai pas le droit de voir, mais je ne peux pas entrer en contact avec elles. Donc comment je fais pour savoir si cette personne que je n'ai pas le droit de voir va être au même endroit que moi? Si j'ai pas le droit de la contacter, comment je peux le savoir? Donc voilà, ça c'est un casse-tête chinois. Et potentiellement toute réunion, fête, repas, il peut y avoir une de ces personnes, comment est-ce que je peux savoir si cette personne va y être? Donc en fait, je me retrouve complètement isolée dans une espèce de vie monastique où je peux juste plus rien faire en fait de convivial pratiquement. Et donc là, j'habite toute seule dans un appartement et je vois vraiment pas grand monde parce que à cause de ça. Et puis le foyer de sociabilité de la lutte de Bure, c'est la maison de la résistance à Bure, et donc cet endroit-là, j'ai pas le droit d'y aller.
Donc à partir de là, comment est-ce que je peux avoir juste une vie sociale, même sans même parler d'avoir une vie militante, juste une vie sociale en fait. Ça devient extrêmement complexe pour moi, d'autant plus que maintenant je travaille et j'ai un travail extrêmement chronophage, je suis institutrice. Donc en plus j'ai très peu de temps à moi, donc le peu de temps que je pourrais avoir pour juste avoir une vie en fait, je suis empêchée en fait de faire toutes les choses, les rares choses collectives en fait que je pourrais vivre ici. Je suis en train de craquer nerveusement ces jours-ci, je dors plus la nuit, je me réveille à 3h du matin et j'angoisse jusqu'à 7h, l'heure où je dois me lever. Et je ressens énormément de solitude et heureusement je sais quand même qu'il y a de la solidarité entre militants, mais je la sens de loin parce que je ne peux pas la vivre au quotidien en fait. Donc moi je suis une personne relativement fragile et j'ai beaucoup de mal avec la solitude, j'ai besoin de vie collective, j'ai besoin de moments collectifs, de convivialité, de chaleur humaine régulièrement, sinon je tiens pas et ben là clairement je ne tiens pas. Je suis bloquée ici enfin voilà, il y a plein de choses qui du coup tournent en rond dans ma tête et qui fait que je me sens complètement bloquée dans ma vie et que là je me dis que je vais passer au moins 1 an de ma vie à être juste dans un espèce de monastère et à pas savoir en fait ce qui va me tomber dessus et parce que ça va peut-être être dans 5 ans, dans 10 ans et donc je vais avoir cette espèce d'épée de Damoclès sur ma vie pendant peut-être 5 ans, 10 ans de ma vie sans parler du fait qu'ici voilà, on est surveillé, contrôlé à longueur de journée. Sans même parler de ça, en fait, moi je peux pas vivre avec cette angoisse-là, en fait, d'autant que j'ai rien fait de mal. C'est ça qui est Enfin, j'ai fait que militer, quoi. En fait, j'ai fait qu'exprimer des idées et je suis mise dans cette situation à cause de ça. Moi, j'ai blessé personne, j'ai attenté à l'intégrité physique de personne et donc je supporte pas en fait d'être mise dans un tel état de pression et de solitude pour mes idées. J'essaie de trouver du courage partout où je peux, notamment auprès des quelques amis que j'ai quand même ici. Mais après, oui, évidemment, je laisserai jamais tomber mes idées. C'est vrai que là, on dirait que je suis brisée par la peur et par l'isolement. Mais je pense que c'est pas parce que je suis brisée nerveusement, émotionnellement que mes idées sont brisées. Ça, ils les détruiront jamais. Après, effectivement, cette répression qu'on vit, pour moi, ça fait que me renforcer dans l'idée que le nucléaire induit forcément une société totalitaire, même si ici on le vit à l'échelle du territoire, on dirait que c'est un espèce de laboratoire de la répression. Moi, effectivement, ça ne fait que me renforcer dans l'idée que cette société-là, il faut la renverser, en fait, parce qu'elle crée forcément un monde où on est complètement isolé, détruit intérieurement, où la beauté n'existe plus, où tout ce qui vit est détruit, enfin, tout ce qui vit en nous aussi, toute la beauté qui est en nous, c'est ça qu'ils veulent détruire par la peur, par la soumission, par l'isolement. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent pas briser. Et c'est dans cette ressource qu'on a en nous qu'il faut trouver le courage de survivre. Merci. Vous venez d'entendre 2 témoignages d'opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Ils sont antinucléaires et ils ont aussi envie de vivre autrement, de vivre autre chose, de partager la lutte avec ceux et celles qui les entourent. Et c'est justement ce qu'ils ne peuvent plus faire. Ils sont attaqués dans leur intimité, on leur explique qui ils sont accusés parce qu'ils osent contester. En tout cas, ce qui est frappant dans ces témoignages, c'est que malgré tout, leur détermination, même entravée, empêchée, à poursuivre la lutte, à résister, à faire connaître et vivre leurs idées est intacte. Qu'ils en soient remerciés et on leur souhaite plein de courage. Et puis, si tenter de dire et de montrer pourquoi on s'oppose au danger irréversible, inacceptable, insensé de la technologie nucléaire relève de l'association de malfaiteurs, alors je pense qu'il faut de toute urgence que le mot bienfaiteur disparaisse des dictionnaires. Voilà, depuis septembre 2017, l'opposition à Bure aura connu une vingtaine de perquisitions, près de 50 procès, des dizaines de mois de sursis et de prison ferme, près de 30 interdictions du territoire. Bure et les villages environnants vivent sous la présence quotidienne d'un escadron de gendarmes mobiles.
Vous pouvez retrouver tous ces témoignages de malfaiteurs sur la chaîne YouTube Paroles de malfaiteurs et retrouver toutes les émissions de la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire sur la chaîne YouTube du collectif antinucléaire ou autrement en podcast sur Radio Galère. Voilà, merci Radio Galère et bon courage à tout le monde.